Le capitaine Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Oh, Captain Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Captain Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. La révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours. Empreinte, signature, ça y est, c'est bon. Le capitaine Traoré, président du Faso, a reçu son passeport biométrique de la Confédération de l'AES. C'est le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, qui lui a remis en main propre. Le Mali d'Assimi Goïta fait fabriquer les passeports de l'AES par une entreprise française, le fameux passeport souverainiste. C'est scandaleux. Attention mes amis, c'est une info lancée par Jeune Afrique et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et oui mes amis, on a vu cette info sur les réseaux sociaux, hein. Le fameux passeport de l'AES serait fabriqué par une entreprise française. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, écoutez bien. Alors déjà quand tu vois que la source c'est Jeune Afrique, vu les positions qu'ils ont contre l'AES systématiquement, quand ils sortent un article comme ça disant Assimi Goïta fait produire son passeport AES par une société française, attention, faut... À compter du 29, comme le dit le communiqué du président de la Confédération, ce passeport sera mis en circulation. Et la mise en circulation de ce passeport AES ne joue pas autrement sur les passeports déjà en cours de circulation. Ces passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Néanmoins, la latitude est laissée aux titulaires de ces passeports CEDEAO qui veulent changer leur passeport de leur propre volonté, de pouvoir venir tranquillement changer leur passeport CEDEAO en passeport AES, bien entendu conformément à la réglementation en vigueur. Il s'agit de s'acquitter des frais d'établissement et avoir son passeport. Et il est quand même bien. Retenez bien son nom. Vous êtes en 2026 et vous devez retenir le nom de ce monsieur. C'est Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Burkina Faso qui veut dire pays des hommes intègres, des hommes honnêtes. Eh bien, il a vraiment parlé français. Vraiment comme mieux que des Français, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il a dit que la France n'est pas notre ennemi. Il y a des nombreux Français qui nous soutiennent. Nous disons seulement que si vous venez chez nous, nous discutons en égaux et pas en maître et esclave. Franchement, magnifique. Il a dit tout, il a dit les termes, il a mis les points sur les i, les barres sur les t. Et ce monsieur, il est vraiment dans la continuité de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'obtenir son passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel, l'AES. Les gars, c'est bon. Aujourd'hui, le 29 janvier 2025, c'est la sortie officielle de la passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel. Au Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est la première personne à tenir son passeport biométrique de l'AES. Paraît qu'au Mali... Urgent, Assimi Goïta annonce la mise en circulation du passeport de l'AES d'ici le 29 janvier de l'année 2025, c'est-à-dire mercredi prochain à compter de ce jour. Non mes frères, moi je vous annonce ici aussi que cette nouvelle annonce la sortie prochaine de la monnaie de l'AES. Vous allez voir ça. Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Cette vidéo est en français. Mes chers amis, le nouveau passeport de l'AES sera disponible dans les jours qui viennent. Selon le président Assimi Goïta, président de l'AES, mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, voilà, la création d'une banque d'investissement est en cours aussi. Mes chers amis. Troisièmement, une chaîne de télévision pour l'AES sera créée dans quelques jours. Voilà les grandes révélations qu'on peut dire aujourd'hui. Mais je vous laisse écouter le président Assimi Goïta. Écoutons tout de suite. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Vous avez entendu maintenant? Voilà. Ça c'est une bonne. Donc, au revoir les passeports de la CEDEAO. On ne veut pas que quelqu'un vienne nous dire qu'on va rentrer dans la CEDEAO. Vous avez maintenant que nous on n'est pas en train de nous amuser. Il n'y a pas amusement chez nous, c'est le travail. On vient de montrer. On n'est plus dans les marchés de la CEDEAO. Voilà. Donc, bientôt le passeport de l'AES va sortir. Au revoir les passeports de la CEDEAO. Vous avez entendu le président de Ibrahim Traoré ne joue plus le rôle du leader militaire. Il cible maintenant l'ordre économique. Ce n'est pas une nuance, c'est une transformation qualitative du conflit entre l'Afrique et l'Occident.
Traoré accélère la renégociation des contrats miniers au Burkina Faso, augmente la part de l'État dans les mines d'or et les ressources stratégiques et utilise un langage explicitement anti-français, centré sur le colonialisme économique et la souveraineté pan-africaine. Les déclarations officielles parlent de réformes économiques, mais en coulisses, des négociations dures avec les entreprises occidentales sont en cours. Et si ce modèle est imité au Mali, au Niger, en Guinée, l'ordre économique Afrique-Occident vacille en chaîne. Cette analyse va vous démontrer pourquoi cette manœuvre est bien plus... Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non? On a dit il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. La présentation du nouveau passeport burkinabé, oui, c'est passeport de l'AES, oui, la famille. Le Burkina Faso a montré un peu déjà le passeport burkinabé, le nouveau passeport qu'on appelle e-passeport. C'est des passeports biométriques, c'est des passeports de nouvelles... L'histoire retiendra qu'il a été parmi ceux qui ont créé l'AES. L'histoire retiendra qu'il est l'un des pères de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré reçoit son passeport AES. C'est historique. Le tribunal de l'histoire retiendra à ce capitaine courage, vaillant, dynamique, intrépide. Il a écrit et il a fait l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré reçoit son passeport. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères les excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger, nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'État gourmand, donnant naissance à l'Alliance. Le terrorisme, comme il se présente maintenant, ne peut être combattu par un seul État, par un seul pays. Nous tendons la main à nos pays, à nos frères du Mali et du Burkina Faso. Voici ici les mots du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, qui se trouve dans un salon d'armement en Europe. Mais la réponse doit venir. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent. Parce qu'il y a... Après l'annonce de la venue de leur propre monnaie, l'AES annonce enfin la sortie de leur propre passeport. C'est-à-dire l'AES, les États du Sahel ont maintenant leur propre passeport qui n'est plus délivré par la CEDEAO. C'est un tournant historique, la famille. L'AES qui sort définitivement de la CEDEAO, des États de la CEDEAO. Maintenant, le Mali, le Burkina et le Niger sont des États souverains. Ce sont des États souverains, libres des droits, libres de toute circulation. Ils sont complètement indépendants des pays de la CEDEAO, la famille. Restons jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Et si je vous disais qu'un simple petit carnet, un bout de papier plastifié de quelques centimètres, était en train de faire trembler tout un continent? Vous allez voir, ce n'est pas une exagération. Ce petit objet, c'est un passeport. Mais pas n'importe lequel. Un passeport qui n'existe pas encore officiellement, mais qui fait déjà trembler 15 pays, qui inquiète l'Europe et qui pourrait changer la vie de 400 millions de personnes. Restez jusqu'au bout, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse largement la question d'un simple document de voyage. C'est une histoire de rupture, de fierté, de colère accumulée pendant des décennies et d'une alliance que personne n'avait vu venir avec une telle force. 3 pays. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. 3 nations d'Afrique de l'Ouest qui ont décidé, un jour, de dire stop. Stop à un système qu'elles considéraient injuste. Stop à une organisation régionale qu'elles jugeaient inefficace, voire complice. Et la dernière étape de cette rupture spectaculaire vient d'être annoncée. Un nouveau passeport biométrique. Le passeport de l'Alliance des États du Sahel.
Le dirigeant malien, le colonel Assimi Goïta, l'a confirmé lui-même un dimanche devant les caméras. Dans les prochains jours, a-t-il déclaré, un nouveau document de voyage biométrique sera mis en circulation. L'objectif annoncé est simple en apparence, harmoniser les documents de voyage entre les trois pays et faciliter la mobilité de leurs citoyens à travers le monde. Mais derrière cette phrase administrative se cache une décision lourde de sens. Parce que ce passeport, c'est la preuve concrète, palpable, que la rupture avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, n'est plus une menace, n'est plus une posture politique. C'est un fait accompli. Remontons un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Il y a quelques années à peine, ces trois pays étaient encore membres de la CEDEAO, ce grand bloc régional de 15 nations, censé représenter l'unité, la coopération et la solidarité entre voisins ouest-africains. Sur le papier, c'était beau. Dans la réalité, les dirigeants militaires arrivés au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, après une série de coups d'État, ont vu les choses très différemment. Pour eux, la CEDEAO n'était plus un espace de fraternité, mais un instrument au service d'intérêts extérieurs. Et en janvier, ensemble, d'une seule voix, ils ont annoncé leur retrait du bloc. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était l'aboutissement d'une rupture progressive, alimentée par des années de frustration. Et pour comprendre cette frustration, il faut remonter encore plus loin. Il faut remonter à l'époque coloniale. Avant les indépendances des années 60, ces territoires étaient sous domination française. Les populations locales ont connu l'humiliation, l'exploitation, la violence d'un système colonial brutal. Puis vint l'indépendance. Officiellement, la liberté. Officiellement, le droit de choisir ses propres dirigeants, de bâtir sa propre nation. Mais dans les faits, beaucoup d'experts et d'observateurs s'accordent à dire que cette indépendance n'a jamais été totale. Des accords ont maintenu une présence militaire française sur le sol africain. Des mécanismes économiques ont continué de lier étroitement ces nations à l'ancienne puissance coloniale. Une partie significative des décisions économiques se prenait encore, disent certains, bien plus près de Paris que de Bamako, de Ouagadougou ou de Niamey. Et c'est là que l'histoire devient vraiment frappante. Prenons l'exemple du Niger, un pays d'une richesse naturelle immense, en particulier grâce à ses gisements d'uranium parmi les plus importants du monde. L'uranium, c'est l'élément essentiel pour produire de l'énergie nucléaire, pour alimenter des centrales électriques, et aussi, dans un tout autre registre, pour fabriquer des armes atomiques. Pendant des décennies, cet uranium nigérien a alimenté une grande partie de l'industrie énergétique française. Tellement que la France a pu non seulement éclairer ses propres foyers, mais aussi exporter de l'électricité vers d'autres pays européens. Et pendant ce temps-là, au Niger même, une large partie de la population vivait dans l'obscurité, littéralement, sans accès stable à l'électricité. Le pays devait même importer de l'énergie depuis le Nigeria voisin, alors que son propre sous-sol regorgeait des ressources nécessaires pour éclairer toute la région. Vous voyez l'absurdité de la situation ? Une richesse colossale qui profite à des milliers de kilomètres de distance, pendant que les habitants du pays producteur restent dans la pauvreté et la précarité. C'est exactement ce genre de contradiction qui a nourri la colère populaire et qui a, selon de nombreux analystes, facilité l'arrivée au pouvoir de régimes militaires déterminés à rompre avec cet ordre ancien. Le président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé. La raison avancée par les putschistes, il aurait, selon eux, davantage protégé les intérêts français que ceux de son propre peuple. Vrai ou faux, juste ou injuste, ce n'est pas le sujet ici. Ce qui compte, c'est la perception, la colère et la dynamique qui en a découlé. Une histoire étonnamment similaire s'est déroulée au Mali et au Burkina Faso. Trois pays, trois trajectoires presque parallèles, trois populations confrontées à des défis sécuritaires majeurs, notamment la menace terroriste, et trois régimes militaires qui ont fini par remettre en question la présence française sur leur sol, accusés de ne pas avoir réussi à endiguer cette violence malgré des années de présence. Et c'est là qu'intervient une image que je trouve particulièrement parlante. Imaginez que vous êtes malade depuis des mois. Vous consultez un médecin, il vous prescrit des traitements, vous les suivez scrupuleusement, mais rien ne s'améliore. Les symptômes persistent, parfois s'aggravent. Qu'est-ce que vous faites normalement dans une telle situation ? Vous changez de médecin. C'est exactement la logique qu'ont suivi ces trois pays. Insatisfaits des résultats obtenus avec leurs partenaires historiques, ils se sont tournés vers un nouveau partenaire, la Russie. Cette bascule géopolitique a profondément déplu à la France et à ses alliés occidentaux. Les relations diplomatiques se sont tendues, parfois rompues. Les troupes françaises ont été progressivement priées de quitter le territoire de ces trois nations. Et dans la foulée, une nouvelle organisation a vu le jour. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger autour d'objectifs communs de souveraineté, de sécurité et désormais de mobilité partagée à travers ce fameux passeport biométrique. Mais voilà où l'histoire prend une tournure particulièrement tendue. Parce que ce retrait de la CEDEAO n'est pas sans conséquences. L'organisation régionale a tiré la sonnette d'alarme. Ce départ pourrait perturber la libre circulation de près de 400 millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest. Concrètement, cela pourrait signifier la réintroduction de visas, de formalités douanières, de complications administratives pour des millions de citoyens qui, jusqu'à présent, pouvaient circuler librement entre les pays membres. Alors la question se pose, brutale, sans détour. Est-ce que la souveraineté retrouvée vaut le prix de cette complication logistique pour des millions de personnes ? Est-ce que la fierté nationale justifie de potentiellement isoler 3 pays de leur environnement régional immédiat ? Et il y a un autre épisode, peut-être encore plus marquant, qui mérite d'être raconté ici. Souvenez-vous,
Au moment du coup d'État au Niger, la CEDEAO avait envisagé une intervention militaire pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum, dans ses fonctions. Des Africains prêts à intervenir militairement contre d'autres Africains. Et certains responsables de la CEDEAO seraient même allés chercher un soutien logistique et militaire auprès de partenaires européens pour préparer cette opération. Une image qui a marqué les esprits à travers tout le continent et qui a renforcé, chez beaucoup, le sentiment que cette fameuse fraternité africaine, tant célébrée dans les discours officiels, n'était, dans les faits, qu'un slogan vide de sens lorsque les intérêts particuliers entraient en jeu. C'est dans ce climat de défiance profonde que ce nouveau passeport biométrique prend tout son sens symbolique. Ce n'est pas simplement un document administratif. C'est une déclaration. Une déclaration d'indépendance, de rupture assumée, de construction d'une nouvelle identité régionale qui ne dépend plus de l'ancien cadre. Mais attention, parce que cette histoire ne s'arrête pas là. Il y a un détail troublant que peu de gens ont relevé. Quelques semaines avant cette annonce conjointe, le Burkina Faso avait déjà, de son côté, dévoilé un nouveau modèle de passeport. Un passeport qui ne portait plus la mention CEDEAO. Logique, puisque le pays avait annoncé son retrait. Mais voici le détail qui interpelle. Ce document ne portait pas non plus la mention AES, l'Alliance des États du Sahel. Comme si, à ce moment précis, les trois pays n'étaient pas encore parfaitement alignés sur cette question. Comme si quelque chose s'était joué en coulisses, entre ce moment-là et l'annonce officielle et conjointe du nouveau passeport commun. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Quelles négociations, quelles tensions, quels compromis ont eu lieu pour que ces trois pays finissent par s'aligner sur un document unique, véritablement commun? C'est une question qui reste à ce jour largement sans réponse publique claire. Et c'est précisément ce genre de zone d'ombre qui rend cette histoire tellement fascinante à suivre. Parce que, au-delà des discours officiels sur l'harmonisation des documents de voyage, il y a une bataille bien plus large qui se joue. Une bataille pour l'image, pour l'influence, pour le contrôle de la narration sur ce qui se passe réellement dans cette région du monde. D'ailleurs, le président Assimi Goïta a évoqué autre chose, presque en passant, lors de cette même déclaration. Il a mentionné son intention de créer un canal d'information partagé entre les trois pays, dans le but, selon ses propres mots, de promouvoir une diffusion harmonieuse de l'information. Un canal d'information commun, un passeport commun, une monnaie potentiellement commune dans le futur, selon certaines rumeurs qui circulent déjà. Tout cela dessine les contours d'un projet bien plus ambitieux qu'un simple repli régional. C'est la construction, méthodique et accélérée, d'un nouveau bloc, d'une nouvelle entité politique et identitaire en Afrique de l'Ouest qui entend exister et se faire respecter en dehors du cadre historique imposé depuis des décennies. Alors, est-ce que cette stratégie va fonctionner ? Est-ce que ces trois pays vont réussir à prouver que la souveraineté retrouvée vaut largement les complications administratives à venir? Ou bien est-ce que l'isolement progressif de cette région va finir par peser lourdement sur ces populations, déjà fragilisées par des années d'instabilité sécuritaire et économique? Ce qui est certain, c'est que dans la partie suivante de cette histoire, nous allons aller encore plus loin. Nous allons regarder de près ce qui se passe ailleurs sur le continent, notamment cette arrivée surprenante de troupes étrangères en Côte d'Ivoire, un pays voisin, et ce que cela révèle sur les véritables lignes de fracture qui traversent aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aussi nous demander, sans filtre, sans hypocrisie, ce que signifie réellement le mot fraternité dans ce contexte. Parce que la suite de cette histoire risque fortement de bousculer certaines certitudes. Restez avec moi, ça ne fait que commencer. On a laissé l'histoire en suspens. Un passeport. 3 pays. Une rupture historique. Mais maintenant, il faut regarder ailleurs, parce que ce qui se passe en ce moment même sur le continent africain ne se limite pas à cette seule alliance du Sahel. Il y a un autre événement, beaucoup moins médiatisé, qui éclaire d'une lumière crue toute cette situation. Et cet événement s'est déroulé tout près, en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours à peine, des militaires étrangers sont arrivés sur le sol ivoirien, accompagnés d'un navire de guerre. Un bateau militaire, dans les eaux ivoiriennes. Officiellement, cette présence serait justifiée par des intérêts de sécurité, par une coopération bilatérale tout à fait légitime. Mais posons-nous une question simple, presque enfantine dans sa logique, mais redoutablement révélatrice. Peut-on vraiment se dire l'ami de quelqu'un, tout en accueillant chez soi celui que cet ami considère comme son adversaire? C'est exactement la contradiction que pointent aujourd'hui de nombreux observateurs et citoyens à travers l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont expulsé les troupes françaises de leur territoire, les accusant de ne pas avoir su ou voulu endiguer la menace terroriste qui ravage la région depuis des années. De l'autre côté, un pays voisin, la Côte d'Ivoire, accueille à bras ouverts des forces militaires occidentales. Et certains, parmi les défenseurs de l'Alliance des États du Sahel, y voient une trahison silencieuse, une preuve supplémentaire que la fameuse solidarité africaine reste, pour beaucoup de dirigeants, secondaire face aux intérêts géopolitiques et économiques. Et c'est précisément ce point qui mérite d'être creusé en profondeur, parce qu'il touche à quelque chose de bien plus large que la simple actualité diplomatique. Il touche à la définition même de ce qu'est, ou de ce que devrait être, la fraternité entre nations africaines. Pendant des décennies, le discours panafricaniste a mis en avant l'idée d'une unité naturelle entre les peuples africains, fondée sur une histoire commune, une couleur de peau commune, des luttes communes contre la colonisation. Et pourtant, dans les faits, qu'observe-t-on aujourd'hui? Des pays africains qui s'opposent les uns aux autres.
des organisations régionales africaines qui envisagent à un moment donné des interventions militaires contre d'autres nations africaines. Des alliances qui se font et se défont au gré des intérêts économiques, des ressources naturelles, des accords sécuritaires avec des puissances extérieures. La vérité, et c'est peut-être ça la leçon la plus dure à entendre dans toute cette histoire, c'est que la fraternité ne se décrète pas. Elle ne se proclame pas dans un discours officiel ou sur une carte d'identité régionale. Elle se prouve dans les moments difficiles par des actes concrets. Et selon les partisans de l'Alliance des États du Sahel, c'est exactement ce qui s'est passé entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 3 pays confrontés à des crises sécuritaires similaires, à des pressions diplomatiques similaires, et qui ont choisi de se serrer les coudes plutôt que de s'affronter ou de s'ignorer. Ce nouveau passeport biométrique, dans cette perspective, devient bien plus qu'un simple document administratif harmonisé. Il devient le symbole tangible d'une solidarité choisie, assumée, construite dans l'adversité. 3 drapeaux, 3 capitales, mais une seule identité de voyage. C'est une déclaration forte, un message envoyé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région. Nous existons, nous décidons pour nous-mêmes, et nous n'avons plus besoin de validation extérieure pour avancer. Mais il serait malhonnête de s'arrêter uniquement sur cette vision idéalisée. Parce que cette rupture a un coût, et ce coût, ce sont les populations qui risquent de le payer en premier lieu. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a clairement averti que ce retrait pourrait compliquer la vie de près de 400 millions de personnes. Concrètement, cela signifie potentiellement des formalités de visa réintroduites, des contrôles douaniers renforcés, des démarches administratives supplémentaires pour des familles, des commerçants, des étudiants, des travailleurs qui, jusqu'à présent, circulaient librement entre ces pays voisins. Alors, la question mérite d'être posée sans détour, sans parti pris. Est-ce que cette souveraineté retrouvée justifie ces complications pour des millions de citoyens ordinaires ? Certains diront que oui, sans hésiter, que la dignité et l'indépendance n'ont pas de prix, que mieux vaut une circulation plus compliquée mais libre de toute influence extérieure jugée néfaste, plutôt qu'une fausse facilité encadrée par un système perçu comme injuste. D'autres, au contraire, estimeront que cette rupture brutale risque d'isoler davantage une région déjà fragilisée par l'instabilité sécuritaire, par la pauvreté, par les défis climatiques, et que cet isolement pourrait, à terme, aggraver la situation économique de millions de foyers. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Et c'est précisément ce qui rend cette situation si complexe, si captivante à observer. Parce qu'on ne peut pas réduire cette histoire à un simple récit de bons contre méchants, de libérateurs contre oppresseurs. La réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus chargée d'intérêts croisés, de calculs géopolitiques, de rivalités internationales qui dépassent donc largement le cadre du continent africain lui-même. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette dynamique d'émancipation, qu'on l'approuve ou qu'on la critique, ne va pas s'arrêter là. L'Alliance des États du Sahel a déjà évoqué la création d'un canal d'information commun entre les 3 pays. Certains analystes envisagent même, à plus long terme, l'instauration d'une monnaie commune indépendante du franc CFA. Cette monnaie historiquement liée au trésor français est tellement critiquée par les mouvements souverainistes africains depuis des années. Si une telle réforme monétaire venait à voir le jour, l'impact serait considérablement plus profond que celui d'un simple passeport. Ce serait une rupture économique majeure, aux conséquences difficiles à anticiper précisément. Et c'est là que cette histoire prend une dimension presque historique, au sens propre du terme. Parce que ce qui se joue actuellement dans cette région d'Afrique de l'Ouest pourrait bien redéfinir, pour les décennies à venir, les rapports entre l'Afrique et ses anciens partenaires occidentaux. Pourrait redéfinir également les rapports entre les nations africaines elles-mêmes, entre celles qui choisissent, eux, la rupture et celles qui préfèrent la continuité. Pourrait enfin redéfinir la place de nouvelles puissances, comme la Russie, dans l'équilibre géopolitique du continent. Alors, pour conclure cette histoire qui, je l'espère, vous aura tenu en haleine du début à la fin, je voudrais revenir sur cette image du médecin que j'évoquais plus tôt. Ces 3 pays ont changé de médecin en espérant guérir d'un mal qu'ils jugeaient mal soigné depuis des décennies. Mais un changement de médecin ne garantit jamais la guérison. Tout dépendra des résultats concrets dans les années à venir sur le terrain sécuritaire, économique et social. Tout dépendra de la capacité de ces 3 nations à transformer leur indépendance retrouvée en véritable développement pour leur population. Et c'est peut-être la vraie question qu'il faut se poser, au-delà de tous les débats géopolitiques, au-delà de toutes les rivalités d'influence. Est-ce que, dans 10 ans, dans 20 ans, les habitants du Mali, du Burkina Faso et du Niger vivront mieux, plus en sécurité, plus prospères, grâce à cette rupture historique? Ou bien est-ce que cette page de l'histoire sera un jour regardée comme une occasion manquée, une fierté nationale payée au prix fort par des populations laissées de côté?